Alors tout d'abord, bonjour à tous. Je vais donc vous expliquer à travers cette courte conférence les indicateurs et les moyens de repérer le niveau d'intensité que vous allez appliquer pendant un effort. Alors que ce soit avec des valeurs autour du seuil, de la FTP pour les cyclistes ou de la VMA ou de la PMA, des notions sur lesquelles je vais revenir tout à l'heure. Alors, déjà, il est important de se rappeler que l'indicateur essentiel pour repérer un niveau d'intensité, c'est votre ventilation. C'est ce qui se passe au niveau des échanges gazeux entre l'oxygène et le gaz carbonique. Alors ici, vous avez un schéma que je vais vous montrer. En haut, vous avez le débit de ces échanges gazeux et là, la puissance dégagée, donc l'intensité que vous allez fournir. Alors, le premier élément que l'on voit, c'est la consommation d'oxygène. Vous voyez que plus j'avance en intensité, évidemment, plus j'ai besoin d'oxygène et plus le débit, l'utilisation d'oxygène est importante. Le deuxième indicateur, c'est le rejet du gaz carbonique. Plus je fais un effort, plus celui-ci va augmenter, plus je vais rejeter du gaz carbonique. Plus il y a de déchets, en quelque sorte. Et le troisième élément, eh bien, c'est ma ventilation. Là, c'est un élément très facile à repérer. Est-ce que je suis plus ou moins essoufflé? Alors, avant de rentrer en détail, on voit ici déjà qu'il y a deux points de rupture, un point de cassure ici et un point de cassure là. Deux moments où il y a visiblement une rupture dans notre intensité. Et c'est donc des moments capitaux pour évidemment repérer à quel moment je me place, est-ce que je suis en dessus ou en dessous de ces moments de rupture. Alors, le premier élément de rupture, vous voyez, c'est le seuil 1, qu'on appelle le seuil aérobie. Avant ce point de rupture, vous voyez qu'il y a un équilibre. Les courbes se suivent parallèlement, donc je consomme de l'oxygène, je rejette du gaz carbonique, ma ventilation s'équilibre avec tout ça, tout va bien, je peux fonctionner des heures et des heures. C'est une situation où, sauf si la fatigue centrale, la fatigue du système nerveux autonome, la partie en quelque sorte non consciente du cerveau qui commande l'ensemble de nos fonctions vitales, qui va progressivement se fatiguer, en dehors de ça, au niveau musculaire, il n'y a pas de déséquilibre. Tout pourrait fonctionner pendant des heures et des heures. Au niveau du seuil 1, les choses commencent à s'aggraver. On voit ici qu'il y a l'oxygène qui augmente, oui, mais le gaz carbonique augmente beaucoup plus vite. On est donc dans une dette d'oxygène. C'est-à-dire que l'oxygène ne peut plus, il ne peut plus suivre le rejet. Donc je rejette, je dégage beaucoup de gaz carbonique, mais je ne peux pas prendre autant d'oxygène. Et ça a une conséquence très importante. Alors déjà, la respiration va essayer de suivre le truc. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va essayer elle augmente. Donc, elle suit la courbe de gaz carbonique qui est rejetée. Donc, c'est le début d'une respiration qui est évidemment moins fluide. Pour autant, même si je commence à avoir une respiration moins fluide, eh bien, j'arrive plus à faire suivre l'oxygène. Alors, les conséquences sont importantes parce que, eh bien, l'oxygène est un élément important pour éliminer nos déchets pendant l'effort. Lorsque l'on est en dessous du seuil 1, j'ai assez d'oxygène pour que l'organisme prenne l'oxygène, l'utilise pour éliminer les déchets. L'oxygène sert effectivement à produire de l'énergie, puisque dans nos cellules, il y a des particules qu'on appelle des mitochondries, qui sont les endroits où se crée l'énergie. Et dans ces mitochondries arrive de l'oxygène, des nutriments comme par exemple des glucides ou des lipides, vitamines, sels minéraux, et tout cela se mélange et fabrique de l'énergie qui vont faire agir votre mouvement. Mais l'oxygène est aussi un moyen pour éliminer les déchets. Et donc si j'en manque, je ne vais pas pouvoir éliminer tous les déchets. Donc il y a une première concentration de déchets et par conséquent une perturbation des fonctionnements de nos muscles. Voilà pour ce qui est du seuil 1. Ensuite, on continue et on arrive à une deuxième cassure qui est donc le seuil 2, qu'on appelle le seuil anaérobie. Alors, je précise quand même que ce n'est pas anaérobie voulant dire avec oxygène, anaérobie voulant dire sans oxygène. En réalité, vous voyez qu'on continue, on n'est pas en apnée au niveau du seuil 2, on continue à prendre de l'oxygène. Simplement, la dette est très importante. Et là, à ce point-là, surtout, je rejette du gaz carbonique, mais cette fois-ci, la ventilation ne suit plus du tout et je suis très fortement essoufflé. Il y a le débit est très élevé et pour autant, je ne peux pas évacuer, notamment rejeter tout le gaz carbonique. Donc, je suis en train, petit à petit, de m'intoxifier. Et donc, c'est donc un point de rupture très important. Alors, on va voir maintenant à quoi correspondent les durées de ces intensités et la puissance dégagée. Alors, je reviens avec ce schéma cette fois-ci.
Et là, je vais prendre comme indicateur les lactates. Alors les lactates sont produits pendant un effort, même en dessous du seuil 1. Et par conséquent, c'est un indicateur parce que en dessous du seuil 1, les lactates sont stables. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, l'organisme en produit pendant l'effort, mais comme je vous le disais tout à l'heure, l'oxygène est suffisant. Donc le lactate s'associe avec l'oxygène, l'organisme le prend, le transforme. Il le transforme sous la forme stockée de nos sucres qu'on appelle le glycogène. Donc le lactate, sans problème, devient du glycogène et il y a un équilibre sans souci qui se fait. Au niveau du seuil 1, qui correspond donc en termes de puissance à 70 à 75% de votre fréquence cardiaque maximale. À ce niveau-là d'intensité, on a vu qu'il y avait le point de rupture, les lactates commencent à s'accumuler. Alors ça devient une montée, vous voyez, qui est plus importante, qui est régulière, mais qui reste faible. Donc là, au niveau du seuil 1, je peux tenir évidemment 3-4 heures. Entre les deux seuils, ça correspond à peu près à l'allure d'un semi-marathon, d'un trail court ou d'une course cycliste d'environ, on va dire, entre 2 et 3 heures. J'arrive au niveau du seuil 2, la puissance est de 90% de la fréquence cardiaque maximale. Là, je vais pouvoir tenir environ 45 minutes. Au-delà de 45 minutes, je vais exploser en vol. Je ne peux pas tenir plus longtemps parce que les déchets s'accumulent très très vite. Et au bout de 45 minutes, les muscles me diront stop, l'organisme me dira stop, il faut impérativement freiner. C'est donc l'allure d'un contre-la-montre, par exemple pour les trailers, d'un kilomètre vertical, c'est l'allure en gros d'un 10 km sur route. Et enfin, donc au niveau du seuil 2, vous voyez la ventilation est totalement débordée. Il y a une très forte augmentation des lactates, ce qui fait que évidemment très vite, on va être à un point d'explosion. Et pour les cyclistes, il y a une donnée qui s'appelle le FTP. Alors qu'est-ce que c'est que le FTP? Eh bien, c'est la puissance que l'on va pouvoir dégager pendant environ 1 heure. C'est un indicateur qu'utilisent la plupart des coachs qui entraînent des cyclistes. Cet indicateur est donc un tout petit peu différent du seuil 2, parce que le seuil 2, la littérature s'accorde à dire que c'est autour de 45 minutes à 50 minutes. Le FTP, par contre, là, c'est la puissance dégagée pendant 1 heure. Alors, c'est des watts pour des cyclistes, bien sûr. Alors là, je parle de puissance, bien sûr, pour des trailers qui n'ont pas de capteur de puissance, ça sera la fréquence cardiaque qui va être l'indicateur. Pour les cyclistes, je pense que le travail avec les watts est intéressant parce qu'il est immédiat. La fréquence cardiaque, elle, va dériver progressivement, alors que le capteur de puissance va vous donner votre puissance instantanée au moment précis. Et donc, connaître la valeur de votre puissance dégagée pendant 1 heure, c'est intéressant pour calibrer ensuite les séances. Voilà concernant donc cet aspect par rapport au lactate et au calibrage des intensités. Maintenant, je vais aborder avec vous la notion de durée. Alors, au seuil 1, eh bien, on peut durer plusieurs heures. C'est l'intensité classique d'un trail long. Alors, en ultra trail, on sera plutôt en dessous. Sur un trail long de 4-5 heures, on peut tenir au niveau du seuil 1. Évidemment, plus on va reculer par l'entraînement le seuil 1, eh bien, plus je vais pouvoir avoir une puissance importante qui va se dégager. Et ensuite, on passe au niveau du FTP, donc là où on tient 60 minutes. Ensuite, le seuil 2, comme je vous le disais, on ne tient plus que 45 minutes. Et enfin, je vais aborder un court instant avec vous cette notion de VO2 max, de VMA et de PMA. Alors, qu'est-ce que c'est que la VO2 max? Eh bien, la VO2 max, c'est la capacité, le volume d'oxygène maximum que vous allez pouvoir prendre. Au-dessus, vous n'allez plus pouvoir prendre plus d'oxygène. Ce volume d'oxygène maximum, à ce volume-là, correspond à la fois une vitesse ou une puissance. Voilà pourquoi on appelle la VMA, qui est donc la vitesse maximale aérobie, c'est-à-dire la vitesse maximale que je vais avoir quand je serai à mon maximum d'oxygénation. Voilà pourquoi on parle d'aérobie, parce qu'on est avec l'utilisation d'oxygène.
Et la PMA, c'est la sœur jumelle, puisque là c'est par contre à la puissance, donc c'est la même chose, mais en termes de puissance, c'est la puissance maximale que je vais pouvoir dégager avec le volume d'oxygène maximum que je peux capter par minute. Et le VO2 max, par rapport à la correspondance en VMA et en PMA, c'est autour de 4 à 6 minutes. Alors, la littérature, et il n'y a pas consensus. Certains confrères et certains travaux de recherche vont plutôt vers les 4 minutes, 4 minutes 30 pour dire au-delà, on stoppe, on explose en vol. Donc, la VMA, ça serait la tenue maximale de la vitesse que je peux tenir pendant 4 à 6 minutes, donc 4 minutes jusqu'à 6 minutes, et la PMA de la même manière. Encore une fois, c'est cette fourchette que je vous donne, entre 4 et 6 minutes. Vous êtes donc sur votre VO2 max avec votre allure maximale aérobie ou votre puissance maximale aérobie. Par conséquent, lorsque vous faites un effort qui va être de 6 minutes, voilà, pour faire court en dessous, vous pouvez être sur votre VMA et votre PMA, voire au-dessus, parce que ça, c'est la vitesse pendant 4 à 6 minutes. Mais si, par exemple, vous faites un sprint de 30 secondes, bien évidemment, vous allez être au-dessus de cette vitesse-là, ou de votre puissance-là. Ce n'est pas la vitesse maximale que vous allez avoir, parce que sur un sprint, par exemple, on est évidemment très largement au-dessus de sa VMA. C'est donc intéressant de repérer ça et ensuite de calibrer vos séances. Donc, les séances de très longue durée vont se situer en dessous du seuil 1 et en tous les cas ne vont pas dépasser le seuil 1. Les séances déjà avec de l'intensité où on veut travailler la puissance déjà au niveau de son développement de l'oxygénation, elles vont se situer entre le seuil 1 et le seuil 2 ou la zone du FTP pour les cyclistes. Ensuite, au niveau du seuil 2, on bascule sur une très haute consommation, production de déchets. Et donc là, on va travailler la résistance à l'effort. Et ensuite, toute la partie, évidemment, au-dessus du VO2 max, là, c'est le travail des sprints qui ne concerne pas vraiment les sports d'endurance et a fortiori d'ultra longue endurance. Voilà, j'espère vous avoir donné quelques éléments pour maintenant vous repérer par rapport à ces notions, donc, qui sont essentielles pour pouvoir maintenant comprendre comment fonctionne votre organisme et savoir maintenant comment vous allez pouvoir ajuster votre effort. À très bientôt pour une prochaine conférence. Merci.